près 1 heure et demie, comme vous voulez. Ouais, Puis vous discutez de ce que vous avez envie de discuter avec nous. ok. Si vous voulez faire suite au texte ou Moi, aller ailleurs. d'après ce que j'ai entendu, les textes ont été lus et très bien compris. Ouais. Moi, j'avais pensé revenir sur les textes. Je ne sais pas si c'est Ouais. vraiment utile, Mhm. mais voilà, c'est ce que j'ai pensé faire. Alors, revenant sur certains aspects des textes. Si vous trouvez que qu'il y a des redites, vous m'arrêtez. Vous pouvez m'arrêter avec des questions. Euh, Écoutez, moi, je suis un peu... ce que vous avez pu lire dans le petit livre, dans les textes, c'est pas les réflexions ni d'un sociologue ni d'un philosophe. Moi, mon métier, c'est de faire des images. Mais alors, c'est un peu, je sais pas comment dire, il y a pas une pensée qui est élaborée avec profondeur et dans les détails. C'est quelque chose de plutôt intuitif. Mais je vais revenir sur les textes quand même, et puis arrêtez-moi, posez-moi des questions si vous vous ennuyez. Ok. Puis posez-moi même si vous vous ennuyez pas. Euh, le premier texte, nous, ça m'avait été demandé pour une espèce de rencontre où on avait convié des écrivains, des cinéastes, des philosophes, des historiens à réfléchir autour de cette idée-là du nous. Qu'est-ce que c'est nous au Québec? C'est qui nous au Québec? Euh, Moi, j'ai un peu bifurqué parce que ça va vous surprendre, les questions d'identité ne m'intéressent absolument pas. C'est-à-dire, nous, moi, toi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qu'on est, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la charge historique, le fardeau de la culture, et ça n'a rien à voir avec l'identité personnelle. Euh, et, euh, et je me suis mis à réfléchir à ce qui nous bloque la vue, cette idée-là de la liberté. Euh, Je me rappelle Falardeau, avec qui j'ai étudié en anthropologie il y a presque un demi-siècle, euh, avait écrit un livre avec un beau titre, La liberté n'est pas une marque de yogourt. Ben voilà. Euh, on n'arrête pas de dire nous ne sommes pas libres, il faut se libérer, libérons-nous. Moi, je pense que nous n'avons jamais été aussi libres. Jamais on a été aussi peu empêché par la morale, par la famille, par les conventions. On peut tout faire, presque tout. Euh, on peut changer d'identité sexuelle, on peut... enfin, bon. Euh, les liens sociaux, la morale, la responsabilité, ça ne pèse plus. Ça ne pèse plus dans nos existences. Euh, mais pour moi, c'est pas de la liberté, ça. Pour moi, c'est une licence. Et ce qui m'inquiète dans cette liberté-là, c'est qu'elle ne place rien au-dessus d'elle. Euh, c'est drôle parce qu'en même temps, on parle d'une société individualiste, mais jamais il y a eu autant de conformisme dans cette espèce d'individualisme-là. Jamais on a été aussi pareils les uns aux autres dans notre refus de toute convention. Alors pour moi, on est libre, mais d'une liberté pour rien. Si on ne place pas quelque chose au-dessus de notre liberté, ben, on est libre pour rien. On est libre d'aller dilapider notre héritage en Floride, d'aller baiser des petites filles en Thaïlande. On peut faire tout ça. Si on ne place rien au-dessus de nous, des valeurs, des principes, une histoire, une culture, un héritage, un donné, si on ne place rien au-dessus de nous, c'est ce qui est en dessous qui va gagner. On va devenir le jouet de nos désirs. Et quand on dit nos désirs, il faut bien savoir que c'est des désirs qui ne sont pas si nôtres que ça, mais c'est des désirs qui nous sont imposés par le monde dans lequel nous vivons. J'ai écrit ailleurs à quel point on vit dans un monde qui est saturé d'images, que toutes les surfaces disponibles dans la ville sont couvertes d'injonctions à la consommation. Alors si c'est ça notre liberté, ben en fait c'est la liberté de faire avancer le monde tel qu'il va dans les voies terribles dans lesquelles il s'avance.
l'idée qu'il y aurait quelque chose au-dessus de nous, c'est une idée qui n'est pas très populaire aujourd'hui. On est tellement certain d'être au centre de tout. Le moi, l'existence individuelle, c'est le sommet. Il n'y a rien qui doit attenter à notre liberté. Alors, c'est pas très populaire. Ça évoque le mot épouvantable. C'est pire que pédophilie. Autorité. Si vous trouvez que je reviens trop sur le texte, vous me le dites. Mais puisque vous vous taisez, je vais continuer encore un peu. Je comprends qu'on se rebiffe face... Oui, allez-y. La question s'adresse plus aux gens qu'à vous. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir ou de poser des questions, nous autres, les vieux? Habituellement, la formule, c'est qu'on... L'intellectuel fait un exposé et ensuite on repose des questions pour pas briser un peu le flow de l'intellectuel. Mais si vous voulez qu'on interagisse durant tout le long, on peut le faire. Et moi, je veux juste pas vous couper à chaque fois. Puis qu'on... Écoutez, je vais essayer d'être court, comme ça on aura plus de temps pour des questions à la fin. Mais en même temps, j'ai un peu peur de revenir trop sur des textes que vous avez lus puis que vous avez discutés. Mais en même temps, le but c'est que vous ça retomber dedans. Ça vous va? Oui. OK, bon, alors on continue. Je comprends bien qu'on se rebiffe contre l'autorité d'un tyran, contre une autorité arbitraire. Mais enfin, il n'y a pas juste ça comme autorité. En fait, il y a deux sortes d'autorité. Si on accorde de l'autorité au grand texte du passé, à la pensée de grands intellectuels, c'est quelque chose qu'on fait librement. Je peux dire, par exemple, que Gaston Miron, pour moi, c'est une autorité. Pas seulement un auteur, mais une autorité. C'est quelqu'un qui a un statut moral, qui a un sens esthétique. Je lis Miron et je sens qu'il y a quelque chose de plus fort que moi, plus fort que lui aussi, qui nous traverse. Et j'adhère à cette autorité-là. Mais c'est ça, au fond. Être un bon lecteur, c'est adhérer à un auteur, à l'autorité d'un texte, mais pas seulement, mais pas une adhésion les yeux fermés, une adhésion critique, mais une adhésion quand même. Une autorité, ça se discute, mais on peut y adhérer aussi. Alors, moi, je pense que on a besoin de l'autorité des œuvres et du passé. Pas pour répéter, pas pour se soumettre, mais parce qu'elle nous nourrit. Moi, je pense qu'il y a une autorité des grands musiciens. Je pense qu'on peut dire que Bach, Beethoven, Brahms ont pas seulement des auteurs, il y a une espèce d'autorité dans le domaine de la musique. Et de dire qu'il y a une hiérarchie des œuvres, parce que ça dit ça aussi qu'il y a une autorité. Il y a une hiérarchie des œuvres et des valeurs. Certaines œuvres, certaines valeurs sont plus importantes que d'autres. Ça aussi, c'est terrible à dire dans le monde contemporain. C'est presque inacceptable. Moi, je me suis déjà presque battu avec un technicien sur mes films que j'aimais beaucoup. Et dans une discussion, bon, on avait bu. Puis, et il me dit, tu sais, Bach ou Céline Dion, on aime ce qu'on aime, puis c'est pareil. Bon, je suis un peu petit pour me battre, mais mon sang n'a fait qu'un tour. Pour moi, c'est pas pareil. Il y a une hiérarchie. OK, Céline Dion, très bien, une interprète formidable, une voix, bon, tout ce qu'on voudra. Mais enfin, je pense, je défendrai jusqu'à la mort l'idée que certaines œuvres sont plus importantes que d'autres, ont plus de poids, plus d'intelligence que d'autres. Ça, c'est une hérésie actuellement. T'sais, puisque tout se ramène au choix individuel. Pourquoi? Ouais, ben moi j'aime Céline Dion. Pourquoi ton choix serait plus important que le mien? C'est ton opinion. C'est ton opinion. Mais non! C'est pas mon opinion, c'est le résultat de... D'abord, c'est pas mon opinion, mais c'est la conclusion qu'on peut tirer quand on connaît l'histoire de la musique. Et moi, je me soumets à ça, bien que l'histoire de la musique n'est pas finie. C'est ça qui est formidable. Mais cette idée-là d'une hiérarchie des œuvres et des valeurs, pour moi, elle est importante. Mais ça vaut pour les valeurs aussi. On n'arrête pas d'entendre
Ouais, mais c'est contraire à mes valeurs. On entend nos valeurs à toutes les sauces. Euh, c'est comme si ce à quoi on accordait individuellement de la valeur, mon chat, la gentillesse, mais tout ça n'est pas égal. C'est pas parce que je trouve que dans la vie, la gentillesse est la chose la plus importante que c'est dans la vie la chose la plus importante. C'est pas parce que c'est pour moi une valeur importante. Alors, je pense que les valeurs doivent se questionner, se confronter et se hiérarchiser. Et ça, c'est un débat sans fin. C'est un débat qui suscite des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Est-ce que la croyance est plus importante que la charité? Est-ce que c'est l'espérance qui est la plus importante? Mais de dire qu'il y a certaines valeurs transcendantes, supérieures, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut dire que celle-ci est la plus importante de toutes. Mais il y a une hiérarchie. Je pense qu'on peut dire que, par exemple, la solidarité, la charité sont plus importantes que la vie familiale. Il y a bien des gens qui ne seraient pas d'accord avec ça. Mais on peut poser la question. Est-ce que se replier sur la vie familiale, comme on le fait tous, et parce que c'est notre valeur, notre famille, nos enfants, notre blonde, est-ce que c'est ça qui est le plus important? Si pendant l'occupation allemande, les résistants étaient tous restés chez eux à cocooner avec leurs blondes, ils auraient eu des vies agréables. Et probablement une vie de couple pas trop mal. Mais à un moment donné, il a fallu que ces gens-là disent non. Cette cause-là est plus importante que mon confort personnel. Cette cause-là est plus importante que ma famille. C'est une décision terrible que des gens ont prise pour mettre fin à une vraie tyrannie. Je reviens à l'autorité. Si on dit que le passé devrait avoir une certaine autorité, et je ne le dis pas comme l'abbé Gros a pu le dire, notre maître le passé. Notre passé est un peu notre maître, et beaucoup notre maître, mais pas complètement notre maître. En principe, mais ce dont je me rends compte, plus on avance maintenant, plus on vit dans cette société postmoderne, c'est que c'est nous qui sommes devenus maîtres du passé. La liberté complète, la liberté totale dans laquelle on vit nous permet de congédier le passé. Ce que beaucoup d'entre nous ont fait et faisons. En fait, au Québec, on n'a pas arrêté de dire, oui, le lourd passé de l'Église, le poids de... Mais c'est le passé qui est à notre merci. On est en train de congédier le passé. Je pense que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le passé est à la merci des hommes et des femmes. C'est une chose terrible à dire. Et ça, je le vois au Québec quotidiennement. Je le vois chez mes enfants, chez mon fils, chez mes petits-enfants. Écoutez, il y a 2 de mes 3 petites filles qui ne parlent pas français. Vivre au Japon, c'est une bonne excuse. Mais, mais quand même, il y a quelque chose là qui n'a pas été transmis parce que, pas important. Alors, on est responsable. On est responsable du passé, de la mémoire. On est responsable de la transmission des valeurs. Et ce qui fait que la liberté qu'on a, c'est pas une licence. C'est un poids. C'est une charge. C'est quelque chose de lourd à porter. Parce qu'on peut librement décider de congédier le passé, de se dissoudre dans l'Amérique du Nord, d'oublier notre langue. On peut faire ça. On est libre. Il n'y a personne qui va nous forcer le contraire. Il n'y a ni Église, ni famille. On est libre. Comme jamais, personne n'a été libre avant nous. Mais si on décide d'être libre pour quelque chose, c'est de l'ouvrage. C'est un poids, c'est une responsabilité. Et je pense aussi que ça nous confronte à un destin tragique qui est celui peut-être de la disparition de notre peuple et de notre culture. Voilà pour le premier texte.
Je viens de parler du poids du passé. Des fois, quand je vais au Canada, j'ai des amis à Toronto, à Vancouver, je me promène dans leur rue, puis je me dis, tu sais, tout le monde parle anglais. Il y a des gens à Toronto, surtout à Vancouver aussi, il y a des gens de tous les pays du monde, tout le monde parle anglais. La concorde a l'air de régner. C'est une image fausse. C'est une image quand même. Et je me rappelle une fois sur Toronto Island, un samedi, il faisait beau. Puis là, il y avait vraiment là, des Indiens, des Pakistanais, bon, il y avait... Et tout le monde souriait, puis il y avait des vélos avec des petits drapeaux canadiens. Puis, j'avoue, je l'avoue, mais j'avoue que pendant quelques instants, j'ai envié ça. J'ai envié ce qui nous attend. J'ai envié un peu... Si on démissionne, c'est ça qu'on va avoir. Dans le meilleur des cas, parce que bon, c'est pas parce que la concorde multiculturelle règne que le capitalisme cesse de faire des ravages. Bien au contraire. Mais il y a une tentation. On a beaucoup dit au Québec, on n'aime pas la chicane, on veut pas chicane, on veut pas d'autres référendums, on n'en a plus de chicane. Mais la chicane, c'est le prix de l'avenir. C'est le prix de la survie. Il n'y a pas de survie sans ça. Il n'y a pas d'autre façon de vivre que d'assumer la tragédie historique. Puis on n'est pas les seuls. Tous les peuples ont une tragédie historique. L'histoire est tragique. Alors on m'avait invité à cette conférence où je devais parler de la réhabilitation de la mémoire. J'ai failli dire non. J'aimais tellement pas le thème. Réhabiliter la mémoire. Es-tu malade? Tu sais, j'aimais pas du tout cette idée-là. Comme s'il fallait remaquiller. Pour moi, il n'y a pas de réhabilitation. L'histoire est ce qu'elle est. On est un peuple conquis. On est en train de démissionner collectivement. Et c'est pas en réhabilitant. D'ailleurs, c'est un colloque qui était initié par des curés. Alors, réhabiliter la mémoire, enfin, disons que c'est un petit peu tendancieux. Je précise que moi, je suis un enfant des écoles chrétiennes puis des clercs de Saint-Viateur. Moi, dans ma vie, j'ai vu juste des prêtres et des religieuses qui étaient généreux et corrects. Je sais qu'il y a eu des abus, mais moi, j'ai plutôt envie de les défendre. En fait, pas de défendre pas de défendre ceux qui ont fait les abus, mais de défendre tous les autres qui ont généreusement donné de leur personne aux malfoutus, aux pauvres, bon. En tout cas, bref, c'était un peu le sens du colloque, mais moi, je n'avais pas envie du tout de rentrer là-dedans. Le passé est ce qu'il est. Hein? Il y a eu, je leur disais, il y a eu les religieuses et les prêtres généreux qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour leurs élèves et pour les pauvres. Il y a eu aussi les évêques qui étaient du côté de Duplessis, il y a eu les pédophiles, il y a eu... On ne changera rien. Cela a été. Essayons de faire la part des choses quand même, mais cela a été... On n'a rien à réhabiliter. On a à prendre sur nos épaules le poids du passé. Ces dernières années, je me suis beaucoup choqué contre les gens de Québec solidaire. Je ne les porte pas dans mon cœur. Mais je dois reconnaître qu'à l'âge où la plupart d'entre que quand j'étais jeune, j'étais tout à fait dans cette idéologie-là. D'une certaine façon, je suis un enfant du 19e siècle. Je suis redevenu... Bon, fabriqué par les collèges classiques, j'ai eu une éducation qui n'était pas très différente de celle d'un marchand, d'un fils de marchand du 19e siècle. Sauf que la Révolution tranquille est arrivée là-dedans. Tout s'est mis à bouger, et tant mieux, au Québec. Et on a jeté par-dessus bord beaucoup de choses. Alors, quand j'ai commencé l'université, le marxisme était en plein essor, et les professeurs marxistes étaient nos chouchous. Ils ont été les miens.
J'ai appris beaucoup de choses extrêmement importantes à leur contact, mais j'ai désappris l'importance de la question nationale. Mais ça m'est revenu. Ça m'est revenu tranquillement. Ça m'est revenu tranquillement d'abord parce que j'ai fréquenté les marxistes-léninistes de l'époque. Je ne suis jamais devenu membre de leurs organisations, mais je les fréquentais assez pour en être complètement dégoûté. Dans le texte, je cite cet article de La Forge. Cet article de La Forge où l'auteur disait il faut être contre la peine de mort en régime capitaliste. Parce que ceux qui sont condamnés à mort, c'est le peuple, c'est les gens du peuple. Mais les amis, ne soyons pas naïfs. Le communisme aura besoin de la peine de mort. Bon, ça a été la goutte qui a fait déborder mon vase à moi. Ça a pris un certain temps, mais... Et là, je me suis mis à lire autre chose, à chercher ailleurs. Et j'ai eu le bonheur de tomber sur deux auteurs qui ont changé ma vie. C'est Orwell et Pasolini. Orwell, vous le connaissez tous à cause de 1984, magnifique roman. Mais moi, par curiosité, je suis allé voir, j'ai fini par tout lire Orwell. Ces autres romans qui sont formidables, mais surtout ces textes de journalistes, sa correspondance, et c'est fantastique. C'est maintenant réédité en français, en 4 volumes. Ça a été, pour ceux qui lisent l'anglais, c'est disponible chez Penguin en 4 volumes. C'est extraordinaire. Complete Essays, Journalism et quelque chose d'autre. Orwell, c'est mon héros. C'est quelqu'un qui n'est pas venu au socialisme par la théorie. C'est quelqu'un qui est venu au socialisme parce qu'il connaissait le peuple. Il a été pauvre. Il est allé laver de la vaisselle dans les grands hôtels. Il est allé dans les mines de charbon. Il est allé dans les villages reculés de l'Angleterre. C'est au contact du peuple qu'il s'est rendu compte de la misère du peuple et qu'il est devenu socialiste. Ça l'a amené en Espagne pendant la guerre d'Espagne. Il s'est enrôlé dans les ministres du POUM, Parti ouvrier unifié marxiste, qui était plus anarchiste que marxiste, que communiste, c'est-à-dire. Et il a pu voir, ça a été une autre grande leçon dans sa vie, il a pu voir en Espagne comment le Parti communiste espagnol enligné sur Moscou traitait les autres socialistes. Avec des briques et des fanales, pour ne pas dire des armes à feu, des emprisonnements, il s'est rendu compte que les partis communistes de la Troisième Internationale étaient des partis tyranniques. Alors là, il est rentré, il a été blessé. Il a été blessé pendant la guerre. Il y a eu une balle qui aurait pu lui couper la trachée artère, mais qui est passée juste à côté. Alors, il est rentré en Angleterre. Et là, il a travaillé dans un dépanneur. Une manière de dépanneur anglais, là, où on vendait de la bière et du cheddar. Et il s'est mis à écrire là-dessus, puis il s'est rendu compte que son compte-rendu de la guerre de Catalogne n'était pas recevable par les socialistes de l'époque, qui étaient plus ou moins affiliés au Parti communiste anglais qui était aligné sur Moscou. Il a eu beaucoup de difficultés à publier son livre. Alors là, il a compris 2 ou 3 choses sur le socialisme des intellectuels. Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais oublié, qu'il l'a maintenu toute sa vie. Alors là, il s'est mis à écrire. Alors, il s'est mis à avoir une activité de journaliste à travers son travail de romancier. Et au centre de son travail, il y a l'idée du petit peuple et l'idée de la décence du petit peuple. Et ça, ce que lui appelait common decency, la décence commune. Michéa, que vous devriez lire si vous ne l'avez pas lu, en parle beaucoup. Et ce qui est formidable, c'est que comme, bon, on ne peut pas dire que c'était pas un intellectuel, c'en était un, c'était un écrivain. Mais il s'est constamment nourri au peuple. Beaucoup de ces textes portent sur des manifestations de la culture populaire.
Il s'est penché sur les cartes postales cochonnes qu'on trouvait, mais cochonnes, cochon 1930, là, le vent qui soulève une jupe et puis avec un commentaire fripon. Mais, alors il s'est penché là-dessus. Il s'est penché sur l'amour, sur le sport, sur les courses, sur la nourriture anglaise. Il a fait ce qu'il a pu. Mais il y avait un véritable amour pour le peuple anglais. Et ça informe tout son travail. Et voilà pourquoi, avec cet amour du peuple, il a pu écrire, par exemple, 1984. En fait, 1984, c'est une fable où il dénonce en filigrane la tyrannie qu'il y avait du Parti communiste soviétique, les procès de Moscou. Il a fait la même chose avec Animal Farm, la ferme des animaux. Alors Orwell, je me suis rendu compte avec Orwell, ah oui, c'est possible d'être socialiste sans être dogmatique. C'est possible d'être contre la misère sans être pour l'oppression du parti ou d'une caste d'intellectuels. C'est possible d'être du côté du peuple sans le trahir, sans, au fond, remplacer une tyrannie par une autre tyrannie. Ça, pour moi, ça a été capital. Ça et cet amour du peuple constant qu'il y a dans l'écriture d'Orwell et dans cette référence constante à la common decency. Le deuxième auteur qui m'a sauvé la vie, c'est Pasolini. Je connaissais quelques films de Pasolini. C'était pas trop ma tasse de thé. Mais c'est Pierre Falardeau. C'est comme ça. Je trouve que c'est un meilleur écrivain et poète que cinéaste, mais quand même, il y a un chef-d'œuvre absolu dans son travail. C'est voyons, son film sur le Christ. Là, comment ça s'appelle? Pardon? Non, c'est Denis Arcand. Oui, l'Évangile selon Saint Matthieu. Oui, c'est ça. Film écœurant. Absolument. Et il est tellement écœurant qu'il a refait un peu l'Évangile selon Saint Matthieu, mais il est allé filmer dans un petit village du sud de l'Italie avec du monde ordinaire, qui ont des têtes extraordinaires. Et là, c'est comme si ça actualisait tout le message de l'Évangile. C'est un film brillant. Mais bon, j'aimais pas énormément ces autres films. Et là, Falardeau m'a dit, que je fréquentais, m'a dit, Momon, il m'appelait Momon. Momon, tu devrais lire ça. Tu devrais lire ça, Pasolini. Lis donc les écrits corsaires, c'est bien bon. Mais il avait beaucoup raison. Comme Orwell, les racines de l'engagement politique de Pasolini sont dans le peuple. Pasolini, lui, vient du côté presque allemand des Alpes. Il vient de l'Adige, Alta Adige. C'était pas proche de Vérone? En haut. Ah, c'est en haut. Oui, en haut. Et une région qui avait son propre patois, presque sa propre langue, ses traditions. Et Pasolini, qui aimait le peuple de toutes sortes de façons, parce qu'il était homosexuel et aimait les mauvais garçons, c'est beaucoup abreuvé de la culture populaire. D'abord dans son patelin d'origine, où il a commencé, quand il a commencé à écrire en dialecte. Il écrivait une poésie en dialecte par amour de son coin de pays, par amour du peuple. Il est descendu à Rome, il a eu une carrière d'écrivain, de poète, de cinéaste. Il a été un compagnon de route très critique du Parti communiste. Je ne me rappelle pas s'il a jamais pris sa carte de membre, mais il n'est pas resté longtemps, en tout cas. Et ça a été un des premiers et les plus virulents critiques de la société de consommation. Lui qui venait, quand on aime l'Italie, quand on aime la langue italienne, la culture populaire italienne, on peut comprendre un peu comment lui qui en était complètement pénétré, complètement amoureux, pouvait ressentir le passage de la modernité dans les années 60, le passage à la modernité. La disparition des patois, le triomphe de la langue italienne centrale,
les classes populaires transformées par le... Oui, Si je me permets, là, pour envoyer un texte de Pasolini, c'est le texte des Lucioles. Ben oui. Qui exprime bien Disparition ça. des Lucioles. Ouais, la disparition des Lucioles. Et aussi, je vous recommande les écrits corsaires et les lettres luthériennes. Ce qui est le fun avec les écrits corsaires et les lettres luthériennes, c'est que ce sont des articles de journaux qui écrivaient pour le Corriere della Sera. Donc, c'est des petits textes. Et bon, on sent chez Pasolini sa douleur. Puis ça, comme Québécois, on peut vraiment comprendre. On sent sa douleur de voir disparaître la culture populaire traditionnelle. Ça le dévaste. Et il dit que la société de consommation et les médias de masse, c'est pire que le fascisme. Parce que le fascisme n'avait pas réussi à éradiquer la culture populaire, les traditions séculaires du peuple italien, autant ouvriers que paysans. Le fascisme n'avait pas réussi à éradiquer ça. Et en 20 ans, la société de consommation a fait presque table rase. Alors avec Pasolini, en suivant Orwell, ce que j'ai découvert, c'est que à quel point l'amour du peuple, c'est pas théorique. Ça ne peut pas se faire autrement qu'à travers l'amour d'une culture, d'un passé, d'un héritage. Et ce que Pasolini nous dit, c'est oui, il faut absolument faire le socialisme, mais si on ne retrouve pas les racines de la culture traditionnelle populaire, on est perdu. La société de consommation va nous manger. Peu de temps après, j'ai passé presque 3 ans dans le Grand Nord. Et là, pour moi, ça a été une expérience à la fois exaltante, extraordinaire et dramatique. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai aimé les paysages qui sont les plus beaux pour moi au monde. Moi, j'aime les déserts. Et s'ils sont froids, tant mieux. La bonté des gens aussi. Puis d'un autre côté, le désastre culturel. J'étais là au tout début des années 80, donc à peu près 30 ans après la sédentarisation au Québec. J'ai pas à vous faire le catalogue des horreurs sociales qu'il y a dans les villages inuits puis dans les réserves, tout le monde les connaît. C'est une tragédie. Et pour moi, c'est la tragédie de la déculturation. Qu'est-ce qui arrive quand le fond d'une culture est rasé? Il arrive ce que les sociologues appellent l'anomie. L'absence de normes, l'absence de normes, de valeurs, de choses qui règlent la conduite. S'il n'y a pas de normes, s'il n'y a pas de valeurs, s'il n'y a pas de fond culturel, on peut faire n'importe quoi. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça. C'est exactement notre situation. On est en train de congédier les normes et les valeurs, on est en train de baigner de plus en plus dans une anomie qui nous laisse complètement victimes du capitalisme néolibéral, pour le dire avec ces mots usés-là. Alors, toutes ces expériences-là m'ont rendu prêt à avoir mon prochain choc. Ce que je vous ai pas, ce que vous avez lu certainement, j'ai fait des études en anthropologie. Et pendant mes études en anthropologie, au bac, on m'avait fait lire le livre d'un anthropologue américain, Horace Miner, qui avait passé 1 an à Saint-Denis de Kamouraska. Et qui a écrit un très beau livre sur la vie paysanne dans les années 30. Mais ça, c'est la vie de mon grand-père. Mon grand-père avait une ferme à Verchères, pas loin de Montréal, mais j'ai lu ce livre-là avec l'impression de lire ce que mon grand-père m'avait pas pu me dire parce qu'il est mort quand j'étais trop jeune. Alors, le livre de Miner s'appelle Saint-Denis, A French-Canadian Parish. Mais dans les années 60, c'est la Révolution tranquille. On l'a traduit sous le titre de Saint-Denis, un village québécois. Alors, Parish a disparu, puis French-Canadian aussi. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a son importance. Je vous raconterai tantôt. Mais bon, alors, un jour, je passe à Saint-Denis de Kamouraska, puis j'étais avec ma blonde, puis je lui avais fait lire le livre de Miner parce qu'elle préparait un film dans la région. On s'arrête à la maison, maison de l'historien. Chapelle. Merci.
la maison Chappet. La maison Chappet à Saint-Denis. Et puis bon, on se met à parler avec la madame qui nous faisait visiter. Puis, avez-vous lu le livre de Marner? Non, je ne connais pas. Là, je vais le chercher dans le char. Il y a des photos. Tout de suite, elle tombe sur son grand-père. Et là, moi, mon sang de documentariste et d'anthropologue ne fait qu'un tour. Puis je me suis dit, Simonac, il y a un film. Et alors, j'ai décidé de faire un documentaire. Ma blonde a continué à travailler sur son film de fiction. Mais moi, j'ai décidé de faire un documentaire là. J'ai passé, sur une période de 2 ans, plusieurs mois à Saint-Denis, à visiter les maisons, à montrer mes photos, parce que j'avais retrouvé la veuve de l'anthropologue, elle m'avait donné tout son fonds de photographie. Imaginez l'aubaine, tu fais une recherche sur un village, puis tu as des photos de tous leurs ancêtres. Toutes les portes s'ouvrent. Tu frappes, bonjour madame, je fais une recherche sur Saint-Denis, puis j'ai des vieilles photos où il y aurait peut-être des gens de votre famille. Ben, entrez donc, monsieur! Mais alors, ça a été formidable parce que j'ai repris contact avec la réalité de la ruralité, de la vie paysanne québécoise, pour le dire comme ça. On ne parle pas beaucoup de vie paysanne au Québec, mais en tout cas, la réalité des campagnes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une continuité. Des ruptures incroyables, des ruptures énormes, mais quand même, il restait un fond. Comme le disait le cinéaste Jean Chabot, il y avait quelque chose qui veillait et qui durait à Saint-Denis de Kamouraska. Alors, à travers tout ça, j'ai retrouvé le sens de ce que c'était qu'être québécois. Mais là, je vais faire une petite distinction. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais bon, je pense que je précise d'abord que je pense que le fonds culturel qu'on chérit ne pourra pas être préservé s'il n'y a pas l'indépendance. Mais moi, je suis tanné de m'appeler Québécois. Je me sens d'abord Canadien-Français. Canadien-Français par la culture. Je me sens plus Canadien-Français, plus proche des Franco-Ontariens du nord de l'Ontario, de Hearst par exemple, qui ont gardé le français, que de bien d'autres gens qui habitent le Québec, disons. Je sens, et moi je me dis souvent que, mais pourquoi faire l'indépendance si c'est pas pour garder, préserver ce fonds culturel-là, qu'on sera les seuls à défendre, sauf quelques autres. Il y a des nouveaux arrivants qui se sont identifiés à nous, qui ont pris le fardeau avec nous autres. Tu sais, bon, des Ryan, des Curzy, bon, il y en a... ils sont pas toujours du même côté de la barrière politique que nous, mais ils portent le même fardeau. Alors pour moi, c'est important cette idée d'être Canadien-Français. Quand je dis Canadien-Français, c'est pas Français du Canada. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est personne résultant d'une histoire qui nous relie, parce que c'est la même, aux gens de Hearst en Ontario qui viennent à peu près toutes de la vallée du fleuve Saint-Laurent puis qui sont montés là au début du siècle, qui nous relie aussi aux millions de Canadiens français qui ont émigré aux États-Unis, la plupart pour s'y perdre. Mais il y a quand même cette histoire-là qui est tragique. Entre 1870 à peu près puis 1930, il y a 1 million de Québécois qui sont allés travailler aux États-Unis et la plupart ne sont pas revenus. Leurs descendants sont éparpillés un peu partout dans l'Amérique. Quand vous regardez le baseball, il n'y a pas un match, il n'y a pas un nom français. Au football, c'est pareil. Si vous regardez les génériques de films de Hollywood, c'est impossible qu'il n'y ait pas 2 ou 3 noms francophones là-dedans. Ils n'ont de francophones que le nom. Et ça, il faut se rappeler la misère qui a créé ça. On est cette misère-là. On est les fermes, les enfants de familles trop nombreuses du bas du fleuve qui n'avaient pas de terre, puis qui ont eu le choix entre s'exiler pour aller s'exiler à Montréal à bas salaire ou s'exiler à je sais pas moi, à Lowell ou dans les manufactures du Maine ou du Mass pour aller travailler. Alors, on a perdu, écoutez, à l'époque, on n'était pas 3 millions. Calculez. C'est presque le tiers de la population qui est partie. C'est énorme. C'est énorme. Le tiers de la population qui est partie pour échapper à la misère. On parle avec raison de l'exode des Irlandais. L'exode terrible. Mais il y a le nôtre aussi. Sauf qu'on n'est pas mort de faim ou pas trop. Non, on n'est pas mort de faim. Mais quand même,
faites le calcul. Si le tiers de la population francophone du Québec est parti à l'époque, on serait combien aujourd'hui? On serait plus gros que l'Ontario. Et ça, c'est un régime politique, c'est... Bon. Alors, Canadien-Français, donc, avec le sens d'une histoire. Canadien-Français qui dit, malheureusement, à ses amis du nord de l'Ontario puis de l'Acadie, ben écoutez, on va faire l'indépendance pareil si on peut, parce que c'est comme ça qu'on peut sauver notre patrimoine commun. Ils sont pas d'accord, ça les écœure. Ils se sont sentis trahis à la fin des années 60, lorsqu'il y a eu les États généraux du Canada français, et qu'on est devenu québécois. On a décidé qu'il fallait se sauver seul. Et que la cause du français était perdue dans le reste du Canada. Elle l'est probablement. Mais il reste des gens là qui sont attachés à leur culture et à leur langue. En Ontario, dans le nord de l'Ontario, dans le nord-est ontarien, beaucoup, ils sont comme nous autres. Ceux qui restent. Avec des taux d'assimilation qui dépassent les 30% par génération. Ça, il faut le dire. Alors, il y a des parentés. Moi, c'est curieux parce que j'ai voulu faire un documentaire sur Hearst. Hearst, en Ontario, c'est, écoutez, aller au fin fond de l'Abitibi, virer à gauche pendant 600 km, puis vous allez arriver à Hearst. C'est un miracle. Les grandes compagnies américaines puis anglaises n'ont pas développé ce terrain-là pour la coupe du bois puis leur papeterie. C'est des petits jobbers canadiens-français qui ont développé l'économie de la région. Avec le résultat que eux autres sont arrivés dans les années 10-20, avec le résultat qu'un siècle plus tard, Hearst est à 90% français, puis les Anglais se tiennent à carreau. C'est la seule place en Ontario, dois-je le dire, où ça se passe. Et moi, je suis tombé en amour avec Hearst parce que je suis allé là, à un moment donné, j'aboutis là, je me rappelle plus trop comment. Je vais m'asseoir au motel, prendre un café. Puis là, j'entends ma tante puis mes mononcles qui sont en train de parler autour de moi. Cette voix-là des quartiers ouvriers québécois, de Montréal, là, une voix qu'on n'a plus ici. Nous autres, on a été pollués par la télévision. Moi, des voix comme celle de ma tante Yvette puis de ma tante Rose, j'entends plus ça jamais. La musique de cette langue-là a presque disparu ici. Pas là. Pas complètement. Moins qu'ici. Alors, ça m'a fait me rendre compte du lien étroit. C'est un lien tragique aussi, parce qu'ils sont en train de mourir. Hearst, c'est l'exception, mais partout ailleurs, à Sudbury, à Timmins, à North Bay, la situation est que les enfants se désintéressent pour la plupart de la langue de leurs parents, puis que dans les cours d'école française, ça parle anglais. Alors, je zigonne, mais j'en reviens à cette idée du passé qu'il ne faut pas réhabiliter. Moi, j'ai pas envie qu'on s'invente des héros. J'ai pas envie qu'on célèbre la grandeur du peuple québécois. On est un petit peuple. On a survécu par la force de bras de nos parents et de nos grands-parents. On a quelques poètes, quelques écrivains. C'est formidable, c'est extraordinaire. Mais on n'a toujours bien pas Balzac, on n'a toujours bien pas Zola. On n'a pas fait un Hegel, on n'a pas un Bach, on n'a pas un Beethoven. On est un petit peuple. Mais c'est ça qu'on est. C'est tout ce qu'on a. Ce passé paysan dans la misère, dans le travail, c'est ça notre héritage. Et pour moi, c'est ça qu'il faut préserver. Bien sûr, il y a Nelligan, bien sûr, il y a Miron, bien sûr, il y a Saint-Denis-Garneau, on a Anne Hébert, on a... Oui, certainement. Mais je veux pas qu'on oublie les crèves-fins de la terre. Ceux qui ont travaillé comme des malades sur des terres de roche, ceux qui sont montés en ville pour travailler dans les usines des Anglais. C'est ça notre passé. On a tendance à l'oublier dans les beaux quartiers, puis une fois qu'on a fait l'université, on a tendance à l'oublier, on a oublié cette langue-là. On a oublié ces ancêtres-là, mais c'est ça qui nous a fait. Et moi, je pense qu'il reste quand même
pas mal de choses, dont un sens de la solidarité qui, jusqu'aux dernières nouvelles, était peut-être plus développé qu'ailleurs en Amérique du Nord. Et je pense que ça nous vient de là. Je pense qu'il faut chérir ça. Je pense que c'est cette sorte de solidarité-là qui a fait qu'on a pu survivre. Alors donc, le passé, pas se le réapproprier, le prendre comme une charge, c'est lourd. Ce serait tellement plus facile de dire, bon, what the fuck, je m'en vais à Paris. ou aux États. Mais il y a ça qui est notre charge, puis ça a la beauté d'une charge. Le dernier texte, finalement, je reviens un peu au début, le dernier texte, Les réfugiés, c'est un texte qui porte sur le relativisme culturel, en fait. Pour les anthropologues, le relativisme culturel, c'est une sorte de religion. Hein, ça postule que toutes les cultures, je ne sais pas quel mot utiliser, mais le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est égal. Ce qui est sans doute vrai, mais ils ne sont pas pareils. Et la question à poser à un anthropologue, oui, c'est vraiment formidable, toutes les cultures sont égales, toutes se justifient. Mais est-ce que vous croyez que l'excision des jeunes filles en Afrique se justifie aussi? Ça se pose comme question. Dans un contexte culturel, ça s'explique, mais est-ce que ça justifie? Alors, je pense que poser cette question-là, ça nous ramène aussi à poser la question des œuvres. Oui, tu as le droit d'aimer Bach comme tu as le droit d'aimer Céline Dion, puis c'est le fun si tu peux aimer les deux, vraiment. Mais est-ce qu'au-delà du relativisme, il n'y a pas des questions à poser? Est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie des valeurs? Une hiérarchie des... Et moi, je réponds que oui. Moi qui suis un amoureux de la littérature, puis du cinéma du passé, c'est sûr, je suis biaisé, je prêche sur ma paroisse. Mais je pense qu'il y a là des trésors qui sont nécessaires à la vie. Parce que les grandes œuvres, c'est des œuvres qui sont complexes. Il y a dans, mettons, Guerre et paix, une complexité que tu ne trouveras pas dans le téléroman du jour à Radio-Canada. Une ouverture sur la transcendance. Dans Guerre et paix, par exemple, quand le prince André est en train de se mourir à Borodino, puis qu'il regarde les étoiles, puis qu'il a le sentiment de quelque chose qui est plus grand que lui, je ne pense pas qu'on trouve ça dans beaucoup de téléséries. Et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel à notre existence, ce sentiment de quelque chose qui est plus grand que nous. Et ça, on va trouver ça dans la littérature, comme on va trouver dans la littérature, la bonne littérature, un travail constant autour des contradictions de la vie humaine. Ce que la grande littérature nous dit, c'est que c'est compliqué. Et qu'il n'y a peut-être pas de réponse aux questions qu'on se pose. Ça, la grande littérature nous dit ça. Elle ne simplifie pas, elle nous laisse souvent perplexes devant l'existence, mais être perplexe devant l'existence, ne pas savoir quoi répondre à une question difficile, moi j'appelle ça vivre. Puis j'appelle ça vivre pleinement. Alors c'est pour ça que je pense qu'il faudrait continuer à défendre dans les cours de lettres les grandes œuvres du passé. Et de toute façon, l'élève qui s'est formé le goût saura très bien trouver son chemin avec les œuvres du présent. Alors voilà, c'est à peu près ce qui ressort dans ces textes-là. Finalement, je tourne en rond autour des mêmes 2 ou 3 idées. Je vous laisse la parole maintenant. Bon, ben, merci beaucoup. Tu commences? Ouais, il y a plein de choses qu'on pourrait parler. Pour revenir sur... vous avez commencé avec ça, vous avez terminé avec ça. Oui. L'autorité dans les œuvres. Oui. Moi, je semblais en tout cas entrevoir quand vous avez évoqué... c'était pas
Balzac, mais peu importe, un auteur quelconque. Oui. Vous avez dit, je le respecte parce que bon, il y a une grande littérature derrière, il y a une qualité de l'œuvre, Oui. mais aussi peut-être qu'il y a quelque chose d'au-dessus de Balzac. Je me demandais, est-ce que vous adhérez à l'idée de génie, qu'il faut respecter le génie, que c'est... C'est-à-dire que des génies, il y en a un par siècle. C'est pas... Mais le génie en tant que tel, par Non, exemple, moi, j'aime pas beaucoup cette idée-là. Ok. Je sais qu'il y a des artistes, des sportifs, des gens qui sont vraiment, vraiment au-dessus du commun. Vraiment. À cause de toutes sortes de raisons, à cause de leurs dons, à cause de... Il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Balzac, pour moi, n'en est pas un. C'est un grand écrivain, mais bon, il y a... Alors, non, pour moi, l'idée de génie n'a pas d'importance. Pour moi, ce qui a de l'importance, c'est l'idée de cette fabrication commune d'un patrimoine culturel de l'humanité. Il y a quelques artistes, Beethoven en est un, Bach, il y a quelques artistes qui ont transcendé l'art de leur époque, qui ont dépassé, qui ont... Dieu merci, ils sont là. Mais il y a tous les autres. L'histoire de la musique serait plus pauvre s'il n'y avait pas eu de Schubert et de Brahms. Ou de Céline Dion. Je le pense vraiment. Mais pour moi, c'est cette idée l'idée qui est pour moi importante, c'est de transmettre un patrimoine. Patrimoine culturel, mais patrimoine littéraire, patrimoine musical, patrimoine artistique. Pour moi, ça a beaucoup d'importance parce que je trouve ça dommage qu'on soit obligé d'essayer de réinventer Proust à chaque génération. Je trouve que c'est du temps perdu. Oh bon, c'est plate, là, mais... Ok, parfait. Ben, sinon, je me demandais sur la question du religieux au Québec. Oui. Par exemple, moi, j'ai pas vécu ces années-là, vous Oui. les avez vécues. Moi, je me demandais comment est-ce que ça s'est passé, parce que j'ai l'impression que c'est une démission qui est très rapide. Oui. Puis quand j'entends, par exemple, un Henri Guillemin Oui. qui vient au Québec, qui dit « Ah, c'est une société ultra cléricale Oui. », il revient 30 ans plus tard, puis c'est des Oui. anti-cléricalistes Oui. carabinés. Comment ça s'est passé? Moi, on a souvent le récit de « Ah, c'était la grande noirceur, puis là, la Révolution tranquille est arrivée », mais j'ai aussi d'autres récits qui nous disent « Ah, ben les prêtres aussi ont démissionné, ils étaient même plus capables de vivre ce mode de vie-là. » Ben, il faut dire qu'au Québec, on a eu une sorte de catholicisme particulièrement sévère, très près du jansénisme, pour qui le corps était pas loin du mal absolu. Alors ça n'a certainement pas aidé. Il y a eu une mainmise de l'Église sur les femmes, une mainmise terrible. Je reviens à mon anthropologue. Sa femme, Agnès, me disait que quand ils sont arrivés pour s'installer dans le village en 1936, évidemment, la première chose qu'un anthropologue fait, c'est d'aller voir le curé ou le maire. Bon, ils sont allés voir monsieur le curé. Il n'était pas chaud à l'idée d'avoir des protestants dans son village. Mais il leur a dit, écoutez, oui, je veux bien que vous vous installiez. Mais là, il a parlé à Mme Miner, puis il a dit, mais vous, madame, je vous défends de parler de contraception. C'est extraordinaire. Et Agnès m'a raconté que plus tard, sa voisine, à la fin de son séjour, ils ont passé 1 an ou à peu près, à la fin de son séjour, une Mme Dionne à côté est allée la voir. Madame Miner, ça fait 1 an que vous êtes ici. Elle était jeune mariée. C'est le temps, en fait, leur voyage de noces. Ça fait 1 an que vous êtes ici et vous n'êtes pas encore enceinte. Comment faites-vous? Alors, comment faites-vous? Alors, on se reporte dans l'esprit de l'époque, il y a eu des souffrances terribles. Mais il n'y avait pas juste des curés jansénés, il y avait aussi du bien bon monde chez les curés et chez les nonnes. Des gens vraiment charitables, ils ont fait beaucoup. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait une vraie mainmise de l'appareil religieux sur la vie. Il y avait vraiment une hiérarchie qui partait du prêtre au curé, à l'évêque. Bon. Et ça pesait beaucoup. Alors, quand ça a commencé à craquer, effectivement, il y a eu beaucoup de défections. Il y a eu,
je connais pas les chiffres, mais j'ai l'impression qu'il y a facilement un bon tiers du clergé qui est parti en 10 ans. Si c'est pas plus. C'est même la moitié, je pense. La moitié, hein, c'est bien possible. 40-50%. Ça, c'est bien possible, oui. Mais les gens étaient soulagés. Vraiment, vraiment soulagés. Et ils ont jeté tout. Le patrimoine religieux, y compris des choses précieuses. Comme... Moi, je ne suis pas croyant, mais je trouve que la religion chrétienne a des beautés, de grandes beautés. D'abord, c'est une religion de pauvres, c'est une religion d'esclaves. Ça l'a disqualifié aux yeux de Nietzsche, mais pas aux miens. Mais qui suis-je? C'est une religion d'esclaves. Pour moi, c'est un plus. C'est la religion du pauvre monde. C'est une religion de charité. Et alors ça, on a tout jeté ça par-dessus bord. Puis là, moi, je pense qu'on a perdu quelque chose. Est-ce qu'il était possible de garder ça en rejetant l'autorité? Je ne le sais pas. Ils ont vécu la même chose un peu au ralenti en Italie et puis en Irlande, deux pays très catholiques qui étaient soumis comme nous à l'autorité de l'Église, mais une autorité moins pesante en Italie. Ils ont eu un catholicisme plus ensoleillé, disons. Mais j'ai des amis irlandais, quand on se raconte nos enfances, c'est pareil. C'est pareil. Et ils ont souffert un peu plus longtemps que nous. Alors ça a craqué parce que ça devait craquer, parce que toutes les hiérarchies sont tombées en même temps. Et je pense que le Québec a été peut-être une des premières sociétés vraiment postmodernes, à vraiment se couper du passé. Dans les campagnes, il m'est souvent arrivé de demander aux gens, parce qu'ils avaient fait complètement rénover leur maison, aviez-vous des meubles de vos ancêtres? Ah, ces vieilleries-là, on a tout jeté ça. Et il y a eu une espèce de rejet de cette sujétion au pouvoir de l'Église, de cette pauvreté aussi, parce qu'ils étaient pauvres, puis ils ont travaillé fort. Puis là, tout à coup, la vie est devenue plus facile dans les années 60 et on a voulu, c'est comme si on avait voulu repousser ce souvenir-là, ce qui se comprend très bien, mais en même temps, je pense qu'on s'est coupé d'un patrimoine historique et culturel important. Sans parler du patrimoine matériel qui se vend maintenant des fortunes chez les antiquaires américains. Oui. C'est des gens qui me posent des questions. Il est là. On va en profiter. Oui. Moi, c'est à propos de votre conception de la liberté, juste pour être sûr si je vous ai bien compris. Oui. C'était facile aussi. C'est que votre définition de la liberté, disons, donc comment dirais-je, elle doit avoir une cause, c'est-à-dire la liberté doit avoir un projet, doit avoir une cause, parce que sinon on tombe dans la licence, c'est-à-dire une liberté sans aviron est une liberté suffocante, si on veut. Est-ce que c'est bien ça? Ben, suffocante, je sais pas, mais je vois pas beaucoup de monde suffoquer, mais on manque d'air en tout cas, ça c'est sûr. L'air est vicié. Ouais, merci. Pour moi, si on n'assume pas une responsabilité, on est libre pour rien. Alors je pense que ça doit être lié avec l'idée de responsabilité. Ok, c'est ça. Fait que la liberté implique une responsabilité. Ouais. Est-ce que vous diriez que cette conception-là est un peu antique? Je ne dis pas ça dans un sens péjoratif. Oui, tout à fait. Une conception grecque, là, je ne sais pas s'il y en a qui sont en histoire qui sont plus calés que moi là-dedans, mais c'est qu'on pourrait dire une forme de conception grecque où la liberté s'accompagne d'un grand sens de la responsabilité, de l'État, de la cité, de l'institution du bien commun. Oui. J'ai-tu mis un pied dans la bouche, le monde en philo? Non, ça va. J'ai fait un pied dans la bouche. Il va te le dire. C'est bon, merci. Est-ce qu'on pourrait parler d'une conception plus grecque de la Moi, liberté? j'aimerais beaucoup vous dire à quel point j'ai lu les Grecs, mais je les ai pas lus. J'ai une formation philosophique qui est proche du zéro. Alors, ça me fait beaucoup de peine, puis, si oui, tant mieux. Si ça se rapproche de l'idée d'une cité harmonieuse, oui, absolument. Mais je peux difficilement vous suivre sur ce terrain-là parce que je suis inculte. C'est pas, je vais me lancer, moi. En fait, moi, j'ai dit ça souvent.
avez parlé de Michéa une fois, mais moi, c'est comme ça que je vois votre pensée. Oui, Vous êtes partie des ceux qui sont des espèces de socialistes conservateurs pour simplifier la chose. Oui. Il y a aussi, comme j'ai dit tantôt, vous n'étiez pas là, ça fond, mais il y a aussi que ce soit Michéa ou Christopher Lash ou Ouais. Castoriadis. oui. Mais moi, le Bernard Raymond, qui a eu un passé marxiste, qui s'est. Je sais pas à quel point que vous êtes plongé dans ces histoires-là, Ouais. théoriques. Et tu des penseurs marxistes qui vous a plutôt marqué, des œuvres marxistes? Est-ce qu'un gars comme Antonio Gramsci, c'est quelque chose qui vous a plu? Oui, Avez-vous absolument. des œuvres qui vous a quand même marqué, même si. Qui sont restés, non, mais le fond est resté. C'est-à-dire Ouais. que l'idée de la lutte des classes, ça, c'est passé là pour toujours. Mhm. Ça, je peux pas faire autrement que voir le monde en termes de lutte des classes, même si la composition de classe de la société a vraiment, vraiment beaucoup varié. Mais cette idée-là de la ponction de valeur chez les pauvres, puis de quelque chose qui monte vers chez les riches, oui. Mhm. Mais je peux pas dire qu'il y a des auteurs marxistes qui me sont restés. Mais l'idée de l'importance de l'économie est certainement là aussi, bien que je pense qu'ils ont accordé trop d'importance à l'économie puis pas assez aux politiques paléologiques. Mais il y a quand même cette idée-là. Cette idée que c'est... J'ai jamais été un bon marxiste, je pense. Pas orthodoxe, en tout cas. Pas très orthodoxe, non. Non. Votre livre a été écrit il y a 4-5 ans, puis bon, depuis ce temps-là, il y a quand même, à notre époque, les événements succèdent vite, Oui. puis il y a beaucoup d'événements politiques qui sont arrivés déjà depuis 2016, Oui. tu sais, qu'on parle autant au Québec que sur la planète, tu sais, on Oui. vit notamment tu sais, le du populisme et tout ça. Oui. Je me demandais, comment vous entrevoyez 5 ans plus tard, la société québécoise? Est-ce que, selon vous, est-ce que le constat que vous faisiez il y a 5 ans, est-ce qu'il a changé? Et puis, le deuxième volet de ma question, c'est à savoir, est-ce que comment utilisez-vous, mettons, les propos que vous tenez dans ces 3 textes-là pour en dégager une philosophie de l'action, puis essayer de sortir de cette impasse-là? Ah là là. Non, mais c'est la grosse question. Oui. C'est la grande, grande question. Je vais vous répondre avec une petite phrase d'Orwell. Oui. Il écrivait, à notre époque, un socialiste, c'est comme un médecin qui traite un patient dont il sait qu'il va mourir. Le médecin sait que son patient va mourir, mais il faut qu'il soigne quand même. Ouais. C'est comme ça que je vois. Moi, écoutez, je pense que c'est la raison pour laquelle je ne vous permettrai pas de diffuser ce vidéo-là. Moi, je pense vraiment qu'on est foutu. Je le pense vraiment. On a perdu Montréal. Au Québec, d'abord, on a perdu Montréal. La perspective réelle de l'indépendance s'est éloignée. Je vois vraiment pas comment on pourrait y arriver, mais je pense quand même qu'il faut continuer. C'est pour ça que je vais la diffuser quand même. Ben oui. Sur le plan écologique, je veux dire, on s'en va droit dans le mur. Mais très vite. Sur le plan culturel, écoute, pour moi, la transmission ne fonctionne plus. La transmission culturelle ne fonctionne plus. Je peux pas avoir d'espoir. J'en ai pas. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à se battre parce que c'est beau. C'est terrible comme réponse, hein? Mais c'est ce que c'est. Non, mais ça fait du bien. Quand on vous lit, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on décode. Ouais. On décode que vous n'êtes pas. Vous avez pas un plan technique pour reprendre le combat d'indépendance puis l'affaire. Vous avez un constat pessimiste Ouais. sur la condition des Canadiens français sur cette terre. Ouais. Mais le monde va continuer. Mais il y a. Oui. Tu sais, C'est pas une consolation. On va être mort. Je dirais comme Marx, il n'y a rien toujours. Tu sais, il n'y a pas de. C'est pas.
c'est pas tout est déterminé d'avance. Non. Je veux dire, si les hommes C'est sont vrai. capables de déconstruire des choses, C'est sont vrai. capables de bâtir des choses. C'est tout à fait vrai. Ça fait du bien de voir des jeunes gens. Mais c'est vrai. L'avenir n'est pas écrit. C'est vrai. Les Écossais vont peut-être finir par avoir l'indépendance en anglais. Le gaélique va avoir été oublié puis ils vont faire l'indépendance quand même. Je ne sais pas si ça leur fait une belle jambe, mais, mais quand même, c'est bien possible. L'Irlande du Nord va probablement dans les 10 prochaines années être revenir dans le giron de Faut pas la dire annexé République. parce que c'est pas ça du tout. Non, c'est pas annexé. Non. Unifié. Il va y avoir une unification. Ici, moi, ce qui me rend si pessimiste, il y a deux choses qui me rendent pessimiste. C'est l'absence de transmission, la première. Puis la deuxième, c'est les chiffres de l'immigration. Moi, j'ai rien contre l'immigration. Au contraire, je veux dire, écoute, on a la culture de la société québécoise en a profité. Il y a eu une richesse, une véritable richesse. Mais il y a des seuils qui font qu'il n'y a plus de majorité. Et on ne peut pas s'attendre à ce que des Pakistanais soient... Les autres, ils viennent... Non, mais... ou des... ils viennent ici pour se sauver de la misère. Ils n'en ont rien à foutre de nos combats. Peut-être... Je sais pas c'est quoi le Québec. Ben non. Peut-être que dans 2 ou 3 générations, il y a leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mais en attendant, on est barré. Je veux dire, démographiquement, là, la cause est barrée en ce moment. Oui, j'écoute. J'espère me tromper. Ouais, mais Une question aussi. Oui. Ils brûlent. Oui. Ils brûlent trop, là. Ouais. T'avais fini tes questions? Ben, moi, c'était juste une courte réplique, si on peut dire. Oui. Quand vous parlez de la mémoire puis du passé, vous pensez pas que justement notre histoire après la rébellion des Patriotes, il y en a beaucoup qui disaient la même affaire, le peuple canadien français est foutu, Ouais. puis avec l'immigration Ouais. massive aussi, puis je veux dire, on a quand même réussi à s'en sortir, que notre passé aussi est, Ouais. Mais on était très, très, très majoritaire à l'époque des Exactement. Patriotes, en termes démographiques. Pour moi la barrure en ce moment est démographique. C'est ça. Mais bon, j'espère de tout cœur me tromper. Sur la transmission, selon vous, c'est Oui. moi je vois souvent, ben là, je suis content de l'avoir. là. Non, mais oui. Oui. Non, c'est vrai. Bon. Mais je voulais juste que M. Aymon développe sur un aspect, après ça, je vous laisse à vos questions. Là. Je sais que j'ai une grande gueule, je vais fermer après. Mais c'est ça, je me demandais, selon vous, parce que moi, je vois beaucoup de gens plus âgés, de gens d'autres générations, mais ils ne transmettent pas, ils sont boqués, Bien sûr, ils sont absolument. formés, Oui. puis en même temps, j'ai l'impression qu'en rejetant un certain passé, ils s'en sont débarrassés, Oui. puis ils ont un peu condamné le reste de la société, Oui. les prochaines générations, à ne plus avoir cette transmission-là. C'est pour ça que j'ai toujours achalé les vieux, je leur dis explique-moi, Ben oui. apprends-moi, Ben oui. parce qu'ils ne font pas la transmission, alors que c'est eux nos aînés, c'est eux qui devraient avoir l'arrogance d'autorité, puis de dire Ben hey, oui. j'ai des choses à t'apprendre. Ben oui. Mais moi qui vous parle, j'ai tout raté sur ce plan-là. Mais non, mais là, Non, mais là, c'est vrai. Mais bon, on y reviendra. OK. Puis là, oui. Vas-y, Ludo. Dans un autre ordre d'idée, en fait, je le disais, j'ai beaucoup aimé votre texte, les réfugiés Ah, merci. touchés. En fait, j'aurais 2 questions, mais je vais vous dire avec la plus simple. D'abord, vous avez parlé de Pasolini, Oui. dont pour qui la culture populaire était très importante. Oui. Vous avez parlé de hiérarchie des œuvres aussi. Oui. Moi, je suis un grand fan de ce qui se fait en musique en ce moment Oui. au Québec, donc dans la musique populaire. Oui. Je voudrais, est-ce que vous avez une opinion là-dessus dans ce qui se fait au Québec en chanson, par exemple? Je vis... écoutez, à ma grande honte, je vis une vie presque de reclus. J'écoute très peu de musique actuelle. J'écoute pas de musique actuelle. Je vois pas de films récents. J'aimerais beaucoup vous répondre, mais je suis sûr qu'il se fait des... mais j'en sais rien. C'est épouvantable, hein? Sinon, le deuxième volet de ma question, moi, ce qui m'a frappé dans le texte, c'était la question, une partie où vous dites,
je pense que c'est un texte qui s'adressait à des professeurs de cégep, Oui. si je ne me trompe pas. Oui, oui. Vous dites, dans le fond, la mission des professeurs de cégep, ce serait de former des lecteurs, Oui. et non pas des Oui. écrivains et tout ça. Absolument. Et vous, je me demandais, puis là, c'est peut-être une question la plus personnelle que je pourrais poser, c'est qu'est-ce qui, selon vous, fait un écrivain? Est-ce que c'est seulement que le talent? Est-ce que c'est une inspiration? Est-ce que c'est le fait d'avoir connu les œuvres du passé? Moi, je suis vraiment là-dedans, par différence d'influence, dans la vôtre, je dois avouer. J'essaie de me plonger dans le cause et tout ça. Je me dis, c'est à quel point, est-ce que c'est parce qu'on veut devenir écrivain qu'on peut être écrivain, selon vous, ou ça prend vraiment plus une sorte de supplément d'âme? Je pense qu'on ne peut pas pratiquer un art si on ne connaît pas l'histoire de cet art-là. Ouais. Mais comme on vit dans une société technicienne, on peut faire illusion. Il y a beaucoup de jeunes gens, en cinéma par exemple, il y a beaucoup de jeunes gens qui font des trucs incroyables et qui n'ont aucune culture cinématographique. Aucune vraie culture cinématographique. Là, des gens qui n'ont pas vu un film qui a plus que 20 ans. On peut être ébloui par leur maîtrise technique, mais on peut se demander ce que ça dit. Pour moi, il y a beaucoup... Je ne mets vraiment pas tous les jeunes cinéastes dans cette case-là, mais il y en a quelques-uns. Et il y en a d'autres qui, de par leur amour du cinéma, ont vu du cinéma muet, ont vu les films de Rossellini, connaissent les films de Bergman. Ces gens-là savent que le cinéma peut faire autre chose que du divertissement, peut faire autre chose qu'en mettre plein la vue, peut avoir une profondeur, un regard complexe sur le monde. Et ces jeunes gens-là, à mon avis, font des œuvres plus valables que les techniciens, même si parfois ils sont moins doués qu'eux. Autrement dit, c'est que la maîtrise technique, c'est pas tout, ça prend Oui. un regard, une culture. Et je sais qu'il y a beaucoup de cours, ce que les Anglais appellent le creative writing, des cours d'écriture. Moi, je te mettrais la hache là-dedans tout de suite. Renvoyez-les à la bibliothèque. Tu n'apprendras pas mieux à écrire qu'en lisant Balzac, qu'en lisant Proust, ou en lisant la bonne littérature actuelle. C'est comme ça qu'on apprend à écrire. Pour les métiers plus techniques, la peinture, le cinéma, la musique, ah ben là, c'est sûr que c'est autre chose. Là, tu peux pas imaginer que quelqu'un devienne un bon pianiste sans 20 ans de cours. Et c'est la même chose pour la peinture. Il y a une maîtrise technique qui ne s'invente pas. Ouais. Mais pour l'écriture, pour la littérature, c'est un petit peu différent parce que toute l'histoire du médium est à notre portée, puis il n'y a rien de très technique dans le fait de prendre un crayon ou de pitonner sur un ordinateur. Merci beaucoup. On met son âme dans l'écriture. Oui, direct. Oui. Son âme, puis sa connaissance de la littérature, sa connaissance de l'humanité. Ah oui, puis aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut vivre aussi. Oui, exactement. C'est- Là que je suis de- oui, question. Non, c'est correct, c'est correct. Philippe brûle sur mais- sa Oui, je vous écoute. Je me permets une anecdote. Ah oui. Juste avant de suivre. Resquilleur. J'enseignais à la littérature. Oui. Ma voisine d'en face, elle reçoit un élève qui n'écrivait pas les bons mots. Puis là, il finit par lui dire, mais madame, moi j'écris avec mon cœur. Puis elle lui dit, moi je corrige avec le dictionnaire. Excellent. Ben oui. Ben oui. C'est bon. Philippe. Moi, c'est. Vas-y, Philippe. Bruno, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais pour revenir sur l'avenir du Québec, Mhm. vous êtes pessimiste, je comprends ça. Je me dis, vous pensez pas que justement l'homme agit lorsqu'il fait face au ravin? Parce que justement, il y a des événements dans l'histoire qui ont montré qu'on pensait que c'était complètement impossible. Oui. Quand on faisait face au ravin, c'est là qu'on a agi. Je donne des exemples comme l'effondrement de l'Union soviétique. Oui. Dans les années 80, tous les politologues disaient que l'Union soviétique va perdurer jusqu'à Oui. l'éternité. Il y en avait quand même quelques-uns qui disaient pas ça. Quand Parmi même, d'autres. Oui. quand même, ça a fini par s'effondrer, quelque chose d'aussi énorme, d'aussi Oui. puissant, a Oui. fini par s'effondrer. Oui.
où je donne l'exemple de la création d'Israël. Ils ont fait Ouais. remettre une langue morte. Ouais. Ils Oui. ont fait un propre État qui est aujourd'hui très fort, qui a des alliés. Oui. Puis, on le voit aussi, par exemple, dans les années 70, qui était très dogmatique à l'université, c'était le marxisme. Oui. Finalement, ça finit par évacuer. Aujourd'hui, Ouais, il y a le dogmatisme qui va finir par évacuer. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on peut toujours finir. Je pense que oui, tous les exemples que vous donnez sont justes, mais le problème qu'on a au Québec, c'est beaucoup un problème de nombre. De nombre. On est 6 millions dans une merde anglophone. Puis c'est pas juste une question d'être 6 millions puis qu'ils sont 300 millions. C'est que la culture anglophone américaine est d'une attractivité extraordinaire. On vit aussi dans un contexte où l'intégration a mauvaise presse. C'est un mot dont on ne peut plus parler. Quand un immigrant italien arrive en France au 19e siècle, ben, il devenait français puis il pouvait devenir Zola. Ce processus-là est grippé, pas juste en France, mais ici aussi. Il n'est pas question d'abandonner son identité parce qu'on s'en va dans un autre pays. Alors, le nombre, pour moi, joue contre nous. Mais vous avez raison, il y a des sursauts possibles. Mais le sursaut possible, admettons un miracle, et que les 3/4 des Canadiens français votent oui au référendum, ben, démographiquement, il faudrait faire le calcul, là, mais je ne suis pas sûr qu'on passe à 75% des francophones. Oui, on passe. On passe? Mais bon, voyez un peu le problème. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec Montréal si on fait l'indépendance? Qu'est-ce qu'on fait avec une population qui va être massivement contre? On se sépare de Montréal. Moi, je trouve que c'est une excellente solution. Il y a une question aussi. Mais je sais... Ce que je me disais, c'est que ça, c'est vraiment la ville de Montréal. En même temps, tout le reste du Québec est encore très francophone. Oui. Oui. Parce qu'à un moment donné, on va comme avoir deux identités. Mais c'est ce qui est en train d'arriver. Le Québec est vraiment, vraiment coupé en deux. Mais ne pensez pas, M. Aymon, c'est le cas de tous les pays, entre les urbains et... c'est parce que, oui, mais qu'il y a une coupure entre des Français urbains puis des Français ruraux, comme il existe, grande coupure. Mais chez nous, ça se double d'une coupure ethnique et culturelle. Et ça, c'est pas la langue, la culture. Et ça, c'est déjà plus compliqué à gérer. J'espère que mes amis de Québec solidaire ont raison et que plus on va s'ouvrir, plus ils vont s'intégrer, mais je ne le crois pas. J'espère qu'ils ont raison. Oui. Les jeunes d'abord. Non. Les jeunes d'abord. Mais c'est juste par rapport à l'idée, qu'est-ce qu'on fait avec Montréal? Oui. J'ai envie de dire, je m'étais déjà posé la question, est-ce que Montréal demanderait à être rattaché au Canada ou devenir son propre pays, ou en tout cas des niaiseries de même? Et je me suis rendu compte que, je veux dire, platement, c'est pas possible pour Montréal de faire ça, parce que Montréal, c'est une île, je veux dire, ils n'ont pas de ressources naturelles, ils n'ont pas d'approvisionnement. Non, mais c'est vrai, c'est carrément ça, ils n'ont pas d'approvisionnement. Tu sais, ouais, ça peut faire comme Hong Kong, mais Hong Kong a un accès sur la mer, Montréal est comme complètement... Ah non, mais il y aurait un beau petit corridor là, pour aller jusqu'en Ontario. Là, mais je veux dire, par le fleuve Saint-Laurent, Juridiction fédérale, le fleuve. Non, je pense que... L'idée est indépendant, il y a des centaines de kilomètres de Saint-Laurent, qui veut dire que Montréal est comme cloisonné par... à ce compte-là, on peut étouffer les États-Unis. On peut essayer. Ça veut dire que ça a plus de chances de fonctionner avec Montréal. Fait que Montréal est comme cloisonné. Puis je veux dire aussi d'être indépendant, ça implique de reprendre le contrôle de l'immigration. Donc tranquillement, renverser la balance. Donc ça va être pas mal plus long de reconquérir Montréal que d'être indépendant, à mon sens. Oui. On peut laisser aller aussi. Bon. On peut faire comme quand Louis XIII contre La Rochelle. Tu bloques, puis il est mené. Non, mais donc, je pense que La Rochelle est plus importante. Le siège de Montréal. Le siège de Montréal. Si vous me permettez, je vais revenir, mais je vais essayer de relancer parce que c'est aussi on se relance mutuellement là. Oui. C'est une conversation qu'on veut avoir. Moi, je suis pas
moi qui étudie en immigration, je suis pas de la même avis par rapport à ça. Je Tant pense mieux. que- Non, mais vraiment, je le Mais dis sincèrement. Je veux dire, faut bien me comprendre, je suis pas en train de louanger la politique d'intégration en guillemets du Canada qui n'en est pas une, là, c'est pas ça. Là. C'est que, comme Philippe a dit tantôt, c'est calme. Comment t'as dit ça, t'as formulé ça dans tes bouts de phrase? C'est quand t'as Ouais, mais moi je vois ça plus un truc égalien, c'est aussi qu'on se voit en altérité aussi, qu'on réagit. Ah oui. Puis l'histoire c'est comme ça aussi. Ah oui, C'est absolument. les antithèses qui fait réagir. Puis il faudrait. Comme, le multiculturalisme, c'est ça qui marche pas. L'essentiel du multiculturalisme, c'est ça qui marche pas parce qu'on n'identifie personne au départ. On nomme pas les choses. Non. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un sujet. Donc c'est sûr que la personne ne peut pas se dire je veux être comme ça, je ne veux pas être comme ça. C'est de la boîte. C'est Tu parles- logiquement neutre. c'est de la boîte, tu sais. Oui. Fait que par rapport à ça, je sais qu'on peut changer d'attitude. On peut changer une attitude. On peut être volontariste, tu sais, avec l'immigration. Oui. La question de la démographie, c'est plus une question de langue, c'est plus une question linguistique. Je veux dire, c'est le gros problème que je vois les statistiques d'immigration, c'est que probablement 65% de l'immigration qu'on a, c'est économique. Fait que c'est pas du monde qui est dans la misère. C'est du monde qui réussissent déjà bien. C'est déjà l'élite de leur pays. Ah oui. Puis décident de voir l'Eldorado américain. Puis disent je veux vivre comme les Américains. Je veux l'American Dream. Puis je veux vivre encore au-dessus. Je veux encore un meilleur mode de vie. Sans les Fait que problèmes américains. Fait qu'ils sont On pas va dans se tirer dessus. 65% de l'immigration sont pas dans une dynamique je veux sauver ma peau, mais c'est plutôt je veux être encore plus hot, je veux vivre à l'occidental. Premier constat. Oui. Puis par exemple, le problème, c'est que il y a quand même le tiers de l'immigration économique qui parle pas français. Ben oui. 65% de l'immigration, c'est économique, puis le tiers parle pas français. Juste ce bout-là, ça marche pas. C'est Juste ça. ce bout-là devrait C'est clair. dire, ben, c'est le monde qui parle français qui devrait venir, parce que si c'est leur prétention, Non, c'est correct, je l'ai pris en note. si leur prétention c'est de venir travailler ici, puis c'est comme un bout qui marche pas, Faire c'est que. fructifier leur capital, tu veux dire. Ben, c'est ça, si tu veux t'enrichir, il va falloir que tu t'enrichisses dans la langue du travail. Et malheureusement, pour eux, ben, la grande majorité, c'est encore le français qui domine, sauf à Montréal, qui, selon des statistiques que j'avais, c'est 80% des gens qui travaillent sur l'île de Montréal vont user de l'anglais durant leur journée, dans leur Ben corps de oui. travail. C'est Ben horrible. oui, ben oui. Fait que pour la question d'immigration, je pense que ça se joue là, ça se joue beaucoup sur la langue. Puis là, je m'enligne trop, je me perds trop dans mes idées là. Ben, peut-être C'est pour ça que con- t'es un spécialiste. peut-être pour conclure, moi je trouve que le fait saillant de qu'est-ce que tu me dis, c'est que qu'est-ce qui est triste, c'est que à Montréal, Excusez, mais à chaque fois, regardez en arrière, il y a les questions. oui, C'est- j'ai c'est- Je vais aller m'asseoir à l'autre bout. Olivier est là, oui. Olivier, après ça, on va à toi. Là. Ben, merci, monsieur, de votre solidarité, Écoutez, moi, je- votre soutien. Je suis très Non, c'est vrai. Ben, qu'est-ce qui est triste, c'est qu'on a des gens à Montréal qui sont un peu apatrides puis qui sont cosmopolites, Ah oui. qui aussi forment cette bourgeoisie-là, mais comme tu le dis, les gens qui quittent le Liban, qui refusent d'être attachés à leur nation, qui viennent ici, ben aussi c'est une forme de bourgeoisie apatride. Là. Ah oui. Mais on- Puis juste Mais- pour terminer, parce que je me suis retrouvé un petit peu, c'est des gens qui. J'arrête après ça, c'est plus une grande gueule. Mais c'est bien du monde qui vont comprendre notre combat, c'est aussi des minorités nationales. C'est aussi des gens que dans leur propre pays, ah oui, des ça, minorités. ça c'est un point de vue intéressant. C'est bien du monde qui a une sensibilité, par exemple, quand je parle du Moyen-Orient, c'est les Libanais chrétiens. Ben oui. Eux, ils allument bien raide là, sur l'histoire. Mon professeur Ben en oui, tout à migration, fait. Ben oui. Samir Moukal, c'est un Libanais chrétien, puis Ouais. lui, il est Ah oui, comme- ça c'est un point de vue très Ah bon, intéressant. Oui, oui. Derrière. Olivier, Mais je l'avais même pas vu. Ouais. Olivier est apparu. Je suis arrivé en douce pour couvrir mon rapport. Merci beaucoup d'être là, M. Aymon. Moi, j'aimerais vous parler un peu de cinéma. Je suis un grand cinéphile. J'ai étudié en cinéma également dans les années de cégep. Et vous êtes évidemment un cinéaste émérite. Et on parlait tout à l'heure du rapport au passé. Oui. Vous avez mentionné qu'il ne fallait peut-être pas nécessairement refaire le passé ou glorifier le passé. Enfin, je me souviens plus des mots Réhabiliter. exacts. Oui, réhabiliter, merci. Mais en même temps, j'ai l'impression que, en fait, j'ai toujours cru que le cinéma était très puissant, extrêmement puissant,
et avait un grand pouvoir à la fois de vulgarisation, Ouais. mais également pour inspirer les gens. Ouais. Des gens qui ne vont peut-être pas ouvrir, on aimerait que tout le monde le fasse, mais qui ne vont peut-être pas ouvrir un livre dans une librairie comme ici, une brique pour lire sur l'histoire du Québec, mais qui vont par contre être capables d'apprécier une œuvre cinématographique. Et donc je me demandais, ne croyez-vous pas qu'au Québec, on fait trop peu de films historiques? Et ne croyez-vous pas qu'on devrait en faire davantage pour peut-être se donner une chance de permettre à des gens de tout acabit, et même des immigrants par exemple, de connecter ou de reconnecter avec un passé oublié? C'est une question intéressante, parce qu'il y a deux choses là-dedans. D'abord, ça me fait penser à Pierre Falardeau, à Octobre et puis à 15 février, qui sont des films qui ont été portés, qui ont trouvé leur public, qui ont été portés par les gens. Les gens se souviennent des films. Les gens... pendant les dernières années de Pierre, on ne pouvait pas marcher sur la rue avec lui sans être abordé à tous les coins de rue. « Ah, M. Falardeau! Yeah! » Alors oui, il y a un véritable besoin. Ça, c'est la première partie de la réponse. Il y a vraiment un besoin. La deuxième affaire, c'est que en général, quand on fait des films qui sont sur le passé, ce sont des films qui sont commercialement pollués. Bon, on instrumentalise le passé, on le folklorise. Dieu sait que Falardeau n'a pas fait ça. Mais la troisième affaire qu'il faut dire, c'est que ça coûte cher faire des films historiques. C'est que costume, vous êtes renvoyé. Costume, décor. Mais oui. Mais chose certaine, il n'y a pas une grande volonté chez les organismes de financement qui décident de tout, finalement. Une grande volonté parmi les organismes de financement pour soutenir un cinéma de ce genre-là. Pierre a eu déjà assez de difficultés à faire ses films. Il a réussi plus facilement à faire ses Elvis Gratton, qui ne sont pas ses meilleurs films à mon avis, parce que c'était commercialement rentable. Alors il y a de ça qu'il faut tenir compte. Oui, absolument, oui. Mais c'est pas facile je l'ai vu souvent, c'est très facile de se faire accuser de nostalgie. Oui. Mais oui, il faudrait. Mais est-ce que je peux poser une question après? Oui, y a-t-il d'autres mondes en arrière qui ont posé juste pour dire OK, vous, je vous écoute. Il reste peu de temps. Je dirais aussi, on va passer tout le monde, là. Ben, allez-y. Je vous écoute. Il reste peu de temps. Non, je vous écoute. Ouais, vous m'avez laissé avant. Non, mais vous m'avez laissé avant. Oui, non, je vous écoute, c'est votre tour, là. Bon. J'aimerais revenir sur la question de la liberté. Ouais. Bruno m'a mal informé. Je sais pas que j'ai lu vos livres il y a quelques années. Ouais. Je pense que c'est un aspect auquel vous étiez assez attentif. Ouais. C'est-à-dire que là, je parle portugais. Je vous entends parler d'indépendance, par exemple, de solutions très concrètes. Qu'est-ce qu'on fait avec Montréal? Je ne pense pas qu'on en soit là. Non, on n'en est vraiment pas là. Je pense que pour vous, jeune intellectuel, ce que vous avez à faire, c'est de poser les bonnes questions. Et par exemple, si on parle de liberté, vous allez avoir à vous battre contre des gens qui vont vous dire mais on est libre comme jamais. Il faut, à ce moment-là, se questionner et dire mais je pense que tu as parlé de Jean-Claude Michéa tantôt. Je ne me souviens plus si c'est Delot ou Michéa qui disait, par exemple, que le régime capitaliste n'a rien à envier en matière d'imposition d'une culture au régime totalitaire. Ah non, absolument. Je pense que c'est votre rôle, c'est par exemple d'être attentif au discours idéologique, au fait que la culture de masse est tentaculaire, elle écrase absolument tout et elle ne laisse pas de choix aux gens. Alors, vous parliez de musique tantôt, moi je demandais à mes élèves, je dis, est-ce que vous avez déjà choisi entre les quatuors de Bartók et Céline Dion? Les quatuors de Bartók, ils n'existent pas. Ben non, c'est ça, bien sûr. La culture de masse a ce pouvoir incroyable d'enlever
physiquement Ouais. de l'existence, Ouais. ce qui ne la concerne pas. Ah oui, tout à fait. Je pense que un de vos rôles, vous, ce serait de vous poser une question aussi, comme la transmission. Pourquoi est-ce qu'on devrait transmettre? Moi, je vous propose de lire, en tout cas, je vous invite à lire Hannah Arendt, La crise de la culture, Oui. où elle montre que l'école, par exemple, doit être conservatrice, pas au sens Oui. du parti conservateur, mais elle doit Tout à fait. préserver des choses pour éviter justement de tomber dans une espèce de conformisme dans lequel on nage Oui. jusque-là actuellement, Tout à fait. etc., etc. Alors, et je me permets une autre suggestion de lecture. Bruno va me donner raison. Comme toujours. André Perrin n'est pas très connu. C'est un ancien professeur de philosophie qui a écrit Scène de la vie intellectuelle en France. Ah oui, oh, c'est formidable. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'avais. Oui. Alors, Ah, vous auriez des quel armes désastre. extraordinaires pour Oui. vous en prendre à des gens qui ne pensent pas Oui. et qui n'argumentent pas. Je pense que c'est ça La chicane, quoi. Ben, on vit actuellement dans une période où c'est le discours idéologique qui prend toute la place et ceux qu'on appelle, à mon sens, abusivement l'extrême gauche, là, ils ne sont jamais dans l'argumentation, ils sont toujours dans l'accusation. Non, tu es un ci, tu es un ça. Oui. Mais c'est à vous à argumenter, à avoir des opinions, des faits, des références solides pour dire aux gens, regardez, non, les faits sont ça, 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 et voilà. Et ton opinion, qu'elle vaut quoi? Elle ne vaut rien. Oui. Pourquoi? Il faut de la rigueur. Alors, c'est Tout à ça. fait, tout à Mais fait. tu vois, ce soir, ils se réunissent, ces jeunes-là, ils fourbissent leurs arguments. Ben, C'est comme un genre de camp d'entraînement. Il y a une autre référence dont j'aurais aimé vous parler, je ne l'ai pas. Pierre Vadeboncoeur. Extraordinaire, Pierre Vadeboncoeur. Les 3 essais sur l'insignifiance, c'est formidable. Les 2 royaumes, un grand texte. Je pense que ça a été le premier à disséquer le naufrage postmoderne du Québec. Il est formidable. Les 3 essais sur l'insignifiance et puis les 2 royaumes. Je me prends une autre suggestion de lecture. Ah oui, bon. Parce que quand vous parlez d'indépendance, c'est sûr que vous allez vous buter à un discours qui est radicalement opposé à toute forme de prétention nationale ou même collective. Non, on est des citoyens du monde. Pierre Manon, que j'en ai Oui. beaucoup, a écrit un traité familier de philosophie politique que j'ai préféré à vous d'ailleurs, où Marcel Gauchet dit à peu près la même chose, en montrant, par exemple, que l'idée de l'État-nation, on veut tous être universel, puis s'élever au-dessus, mais il va dire, quand on dit « je suis citoyen du monde », ça ne veut strictement rien dire. Rien. Parce que l'universel n'a pas de levier politique. Ah oui. Alors, il y a ces genres d'arguments, je pense, qui met de la rigueur autour des débats. On peut chicaner longtemps. Non, il n'y a aucun levier politique qui corresponde à l'universel. Ça s'appelle une nation. On va dire ça, Le levier. Le levier politique, ça s'appelle une nation. Attendez, je vais quand même voir si derrière, Ouais. il n'y aurait pas... Il se moque, toi qui s'appelle L'arrière-garde ne se ici. prononce pas. As-tu une question à poser, une réponse à... Parce que faut quand même, quand on parle de des indépendantistes, il y en a de tous les horizons. Puis Ismaël, ça fait la première fois qu'il vient ici. Puis je suis content que tu sois là. Puis t'apportes en plus un ami. Fait que c'est l'idéal en fait. Quand vous devriez venir ici, vous devriez apporter votre camarade avec vous. Oui, apportez votre camarade. As-tu quelque chose, une impression? Vous n'avez pas quoi à dire? Ça sort un peu du sujet, c'est plus par rapport à votre cinéma, justement, dans votre texte des réfugiés, vous dites le fait que la passion liée à l'art, elle vient d'une foi, en gros. Oui. Vous parlez un peu de ça. Moi, je me demandais comment ça se traduit dans votre style, concrètement, comment vous concevez votre style à partir de vos idéaux sur l'art. J'essaie de faire un cinéma sans artifice. J'essaie de faire un cinéma qui demande l'attention. Parce que pour moi, le cinéma, le vrai cinéma, c'est
C'est un art qui demande l'attention du spectateur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que le cinéma contemporain, au contraire, nous bombarde. On n'a même pas besoin d'être attentif, on est submergé. Moi, j'essaie d'aller au contraire, en délicatesse. Et les plans que j'aime le plus dans mes films sont les plans de visage où il ne se dit rien. C'est des plans où, quand la comédienne est bonne, quand le réalisateur s'est pas trop fourré, quand le directeur, quand on est tous sur la même longueur d'onde, il se passe quelque chose d'indicible qui nous fait toucher du doigt la condition humaine, les contradictions, la douleur, le poids, le tragique, la beauté. Quand j'arrive à ça dans une scène, je suis un homme heureux. Puis quand il y a des spectateurs qui le perçoivent, ben là... Mais alors c'est ça. Alors c'est très éloigné de l'esthétique cinématographique actuelle, mais c'est ça. Je pense qu'il faut être attentif au monde. On n'est pas là longtemps. Vraiment, vous ne le savez peut-être pas encore. Vous le savez là intellectuellement, mais vous allez le savoir dans votre corps bientôt. Moi, je le sais dans mon corps. On n'est pas là longtemps. Puis il y a une beauté à laquelle il faut être attentif. Beauté du monde, beauté des visages. Puis le cinéma peut nous amener vers ça. Des fois. Justement, je suis étudiant en cinéma, Oui. critique de cinéma aussi. Mais une question Oui. plus personnelle. Oui. Allez-vous en faire un autre, des autres? On n'avez pas encore de prévu? Oui, ben, j'aimerais, mais je pense pas. Mes derniers projets ont été mal reçus par les institutions de financement. J'ai un projet qui a été redéposé. Je pense qu'il ne se fera pas. Moi, je pense que je suis un retraité du cinéma. Il y en aura des plus jeunes, plus fous. Mais je continue à écrire. Je vais continuer à écrire des petits textes comme ceux que vous avez lus. Puis je suis en train de préparer un recueil de nouvelles aussi. Et puis éventuellement, peut-être des romans, si Dieu me prête vie. Mais et c'est pas par désintéressement du cinéma. Je continue. Moi, j'étais prêt à continuer jusqu'à 103 ans, comme Manuel de Oliveira. Mais ça a l'air que c'est pas ça qui va se passer. Vous pourriez être scénariste? Non. Continuer à écrire? Non, je n'écrirai pas pour d'autres. Vous avez réussi à bien écrire pour d'autres. Pour Benoît Pilon. J'ai fait ça une fois. C'est qu'il faut pour vivre. Ouais. J'ai fait ça une fois. Je trouve qu'il a fait un très beau film. Je suis jaloux. Non. C'est... je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. Mais non, j'ai pas envie d'écrire pour d'autres. C'est quelque chose... en fait, pour moi, il y a une certaine douleur qui vient avec ça. Quelque chose qui m'est arraché des mains. C'est volontairement, puis par amitié, que je l'ai fait avec Benoît. Il n'y a aucune difficulté, puis j'aime beaucoup et Benoît et son film. Mais c'est pas quelque chose que je vais refaire. Ouais. On va vous inviter quand vous allez faire publier votre recueil de nouvelles. Ben avec plaisir. On va faire une conférence de ça. Si jamais j'en viens au bout, oui. Oui. On vous le souhaite. Oui, ben Si merci. c'est pas autre chose, on va closer ça. Ok. Conclure. Conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah ben super. Fait qu'on se voit dans un mois.